Bonjour et bonjour à vous particulièrement, chers résidents qui nous regardez. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition du Prix du Livre Cogedim Club. Nous sommes en présence de Jérôme Navarre, qui en est le directeur. Bonjour. Et surtout, nous avons la chance d'avoir notre jury au complet. Alors, peut-être que pour commencer, on va faire un petit tour de table pour faire les présentations. Et bien sûr, un immense bonjour et un grand merci à notre présidente de chœur, Brigitte Fossé. Avec Brigitte, on a vraiment une correspondance extraordinaire pour caler cette date. Brigitte, je sais que tu es sur plusieurs tournages, que tu prépares plusieurs lectures aussi. Est-ce que tu veux nous dire un ou deux mots? Parce que c'est le moment ou jamais pour chacun de faire sa promotion. En tout cas, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je vais bientôt répéter une pièce mise en scène par Anne Bourgeois qui s'appelle « Je t'écris, moi non plus ». Magnifique. Alors, je trouve que c'est l'idéal pour présider ce jury. Et je dois dire que cette année, la lecture a été intéressante. Ce sont 3 aventures, finalement. Merci. On va y revenir après, Brigitte. Voilà, sur les impressions, on va y revenir après. Alors, je vais continuer notre tour de table avec Pascale Schinck. Alors, Pascale est journaliste. Elle est spécialisée en psychologie puisqu'elle a été rédactrice en chef de Psychologie Magazine, puis des pages santé du Figaro. Et surtout, elle exerce une autre activité avec un talent extraordinaire, poète, et plus précisément, haïkiste. Haïkiste, haïjin, on dit dans la poésie japonaise, qui est celui qui écrit des poèmes brefs. Haïku. Alors, est-ce qu'au débeauté, Pascal, tu aurais peut-être un haïku? L'avantage, c'est que c'est court, donc... Un haïku du matin pour démarrer cette délibération. Alors, évidemment, aujourd'hui, je peux vous offrir... Je vais le dire 2 fois à la japonaise, hein, c'est tellement court qu'on les dit 2 fois, donc... clapotis de pluie, l'oreille du chat tressaute, 1 fois sur 2. Clapotis de pluie, l'oreille du chat tressaute, 1 fois sur 2. Magnifique, merci beaucoup. Alors, j'en profite pour dire à nos résidents que s'ils veulent s'initier à l'art du haïku, Pascal, effectivement, dispense des ateliers, mais surtout, vous pouvez écouter son podcast, dont tu vas nous rappeler le nom. Oui, 17 syllabes, voilà, c'est le premier podcast consacré à cette poésie très mal connue, finalement, en France. Et voilà, on est à 12 numéros, et vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Apple, Google, Podcast, enfin voilà. Formidable. Alors, je m'adresse maintenant à une passionnée de lecture qui dévore toutes les semaines et chaque jour tant de livres. Delphine Perras, qui est journaliste littéraire à l'Express. Un petit mot peut-être, Delphine, oui, sur ton activité, sur... Effectivement, je pense que c'est une passion, la lecture. C'est une passion, c'est une nourriture, ça console Montesquieu qui disait ça, qu'il n'y a pas un chagrin qu'un livre ne pouvait consoler. Enfin, c'est un médicament, c'est un moyen d'échange, comme on va le voir aujourd'hui. Donc c'est vrai que en faire un métier, ça a été une chance formidable pour moi. Parfait. Alors, voisin de Delphine, Philippe Grimbert. Philippe, psychanalyste, écrivain, que vous connaissez tous, que vous avez peut-être tous lu ou vu à la télévision dans ses adaptations. Philippe, un mot peut-être sur votre dernière actualité, qui date du mois de mai, si ma mémoire est bonne. Comme le dit justement le livre dont je vais vous dire un mot, c'est mon dernier livre et j'espère que ce n'est pas le dernier. Voilà. Mais il s'appelle « Les morts ne nous aiment plus » et il traite de la question du deuil et surtout des nouvelles technologies qui permettent de faire revenir les morts. Tout un voyage extraordinaire. Alors, Les morts ne nous aiment plus, paru aux éditions Grasset. Absolument. Merci Philippe. Alors, on continue le tour de table. On va faire plein zoom sur Francesca Mantovani, parce que Francesca, elle est photographe. Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'une photographe vient faire dans un prix littéraire?
Et je donne la réponse à Francesca. Eh bien, je photographie des auteurs, des écrivains depuis plus de 25 ans et je travaille aux éditions Gallimard. Voilà, Francesca est modeste, mais elle est la portraitiste officielle des éditions Gallimard. Et puis surtout, elle a cette passion de la lecture, elle l'a aussi vraiment en elle, puisqu'elle co-organise un très bel événement qui s'est déroulé la semaine dernière, qui s'intitule les Reading Wild Days. J'accompagne, c'est Sylvia Mine qui œuvre, qui fait ces jolis événements autour de la lecture. Oui, absolument. Parfait, merci Francesca. Alors, bienvenue à Elodie Fondacci. Elodie, c'est notre petite nouvelle. Exactement. Ravie de vous rejoindre, évidemment. Donc, c'est un baptême, c'est une intégration. Et je suis sûre que nos résidents l'écoutent certainement tous les jours à l'antenne de Radio Classique. Elodie anime Entrer les artistes, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, la passion de la lecture et de la musique, finalement, c'est un peu toujours la passion. C'est la même, en fait, parce que la musique des mots, eh bien, c'est la plus belle des musiques. Donc, effectivement, moi, j'anime une tranche sur Radio Classique et puis j'ai aussi beaucoup raconté des histoires pour les enfants. J'ai aussi un podcast, comme vous Pascal, pour les petits. Alors voilà, faire lire les anciens comme les plus jeunes, eh bien c'est aussi un beau projet parce que la lecture c'est avant tout une affaire de transmission. Et donc c'est un même élan et je suis vraiment très heureuse de participer à cette aventure aujourd'hui. Merci Elodie. Alors avis aux grands-parents, recommandez le podcast d'Elodie. Elle va nous rappeler le titre de son podcast. Des histoires en musique, voilà, histoires pour les petits mais sur des grandes musiques classiques, voilà, du répertoire. Alors, à ma droite, un vieux camarade rencontré sur un salon du livre à Vannes. Ça date, c'était je pense il y a une quinzaine d'années. Éric Bouillet. Alors, Éric est un passionné de la mer, passionné des îles, et il a une grande spécialité. Oui, et je suis très occupé cette année. Parce que c'est cette année le centenaire de la naissance de Frédéric Dard, dit San Antonio. C'est son patronyme complet. Et au sein d'une association auquel je participe, on a rendu hommage de plusieurs manières à cet écrivain qui est pour nous un géant de la littérature du XXe siècle. Donc des expositions, des livres, des conférences, enfin on s'implique pour faire passer ce message qui est un peu difficile à faire passer parce qu'il n'a pas dans l'esprit des lecteurs, de beaucoup de lecteurs, la place qu'il mérite dans le paysage littéraire du XXe siècle. Alors le message est passé. Chers résidents, si vous ne connaissez pas encore San Antonio, une seule recommandation, le dictionnaire amoureux de San Antonio par Éric Bouillet. Alors voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, mais peut-être que pour certains d'entre nous qui rejoignent cette année ce prix, peut-être faut-il en dire quelques mots. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste le prix du livre Cogedim Club ? Alors l'originalité de ce prix tient dans le thème des livres qui sont sélectionnés, puisque ce prix récompense un ouvrage de langue française, un récit ou un roman, qui traite du thème de la transmission et de la famille. Et nous avons doté ce prix d'une récompense de 5 000 €. Alors, on a choisi ce thème de la transmission de la famille parce qu'il fait écho à une valeur auquel nous sommes très attachés chez Cogedim Club, qui est celui de l'esprit de famille, la maison de famille. Et nous essayons quotidiennement de développer cet esprit dans nos résidences. Alors, il y a une petite particularité qu'il faut savoir aussi, parce qu'il faut remercier au passage nos résidents, c'est le mode de sélection. Alors, moi, mon rôle en tant que secrétaire général, c'est d'être en veille, de faire la présélection, et cette année, il y avait 18 titres. Alors, comment se passe la sélection, Jérôme ? Alors, les 18 titres que vous avez sélectionnés sont confiés à nos résidents, et de septembre 2020 à mai 2021, ces résidents ont lu ces livres, ont sélectionné et ont choisi 3 ouvrages. Et ces 3 ouvrages, aujourd'hui, vous sont soumis au jury. Et il faut savoir qu'il y a plus de 300 de nos résidents qui ont participé activement à cette sélection. Alors, après Anne Icard, qui était la lauréate de la première édition du prix du livre Cogedim Club, vous aviez voté pour elle l'année dernière, je rappelle le titre, Lettres de Washington Square, aux éditions Robert Laffont.
qui va être le ou la lauréate. Alors, Jérôme, je vous laisse le soin de rappeler chacun des titres et des auteurs. Alors, le premier livre, il s'agit d'un livre qui s'appelle Belle Green, qui est d'Alexandra Lapierre, et c'est un livre qui est édité aux éditions Flammarion. Le second livre est un ouvrage d'Olivier Mac Bouchard, aux éditions Le Tripode, et qui se nomme Le dit du Mistral. Et concernant le troisième, il a été écrit par l'actrice, la comédienne Macha Merrill, sous le titre Vania, Vassia et la fille de Vassia. Et ce livre est édité aux éditions Liana Lévy. Parfait. Alors, préparez-vous, parce que peut-être que vous, chers résidents, vous avez ouvert les paris pour savoir quel est celui de ces 3 ouvrages qui va remporter la dotation cette année. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les livres, il faut avoir déjà une petite idée et surtout on a envie de vous donner l'envie de les lire. Alors peut-être une petite présentation pour démarrer. Alors on va commencer peut-être par un pitch, celui d'Alexandra Lapierre. Éric, est-ce que tu serais d'accord pour nous présenter et nous donner envie de lire ce livre? De quoi s'agit-il? Brièvement, je ne vais pas parce que c'est quand même un pavé. Hein. J'ai vu que en librairie maintenant il y a une jaquette où c'est marqué « Une femme exceptionnelle ». Ça peut sembler un peu du marketing, on se dit oui, c'est un peu convenu. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment une histoire d'une femme et d'une vie de cette femme absolument exceptionnelle. 2 histoires, en fait. La première, c'est sa vie professionnelle. Cette femme qui est née au début du siècle, début du XXe siècle, dans une famille très pauvre, une famille nombreuse, va rencontrer un homme, un milliardaire qui s'appelle J.P. Morgan, que l'on connaît parce que c'est le fondateur de la banque J.P. Morgan. Et ce milliardaire était un passionné d'art et de livres et a créé une librairie, enfin en anglais c'est library, mais c'est une bibliothèque. Et il alimentait cette bibliothèque en allant à des ventes en Europe, beaucoup. Et elle va le rencontrer, elle va rentrer en bas de l'échelle dans cette bibliothèque et elle est tellement passionnée, elle travaille aussi énormément, elle a envie de sortir de sa condition, qu'elle va gravir tous les échelons, elle va séduire dans le bon sens du terme ce monsieur Morgan, qui va lui confier l'achat des livres rares qu'il veut pour sa bibliothèque. Elle va organiser la bibliothèque et elle va devenir la directrice de la bibliothèque. Et la deuxième partie de l'histoire, aussi extraordinaire, c'est qu'elle est blanche de peau, effectivement, quand on la voit, très, très jolie femme, mais elle a quelque chose. Elle a une goutte de sang noir. Elle est, sa famille est d'origine noire, et elle, même si ça ne se voit pas sur son physique, c'est-à-dire il suffit d'avoir une goutte de sang noir dans son ascendance pour être considéré, au début du siècle, comme un ou une noire, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur leur vie personnelle et sur leur vie professionnelle. Et effectivement, si ça se sait, il est hors de question qu'elle puisse continuer sa carrière. Et là, je vous laisse découvrir. J'étais trop long, non? Non, c'était très bien. Mais j'avais plein à dire encore. Mais oui, merci pour ce pitch. Donc, Belle Green d'Alexandra Lapierre. Alors, notre deuxième compétiteur, Olivier Mac Bouchard, le dit du Mistral, et je vais peut-être proposer à Élodie. Vous me faites passer après lui. C'est difficile. C'est le baptême. Ah, mais d'accord, c'est le baptême. Ah, mais avec plaisir. Alors voilà pour le baptême, Élodie. Donc, vous racontez ce livre en quelques mots. Alors, je commencerai en préambule par dire que pour lire ce livre, il me semble qu'il faut abandonner une forme de rationalité. Il faut accepter que l'on rentre dans l'univers des contes, dans l'univers des légendes, telles que peut-être les paysans pouvaient les raconter au coin du feu à la veillée jadis, dans une langue si chantante qui devait être la leur. C'est donc peut-être accepter que les animaux puissent parler ou que la nature puisse bruisser de secrets, de paroles mystérieuses que n'entendent que ceux qui veulent bien savoir les écouter. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Et une fois qu'on a accepté ça, eh bien, on se retrouve face à une histoire assez simple, celle d'un homme qui est le narrateur,
qui habite en Provence, cette très belle Provence, et un soir, il y a un orage d'une violence absolument inouïe et il reçoit tout d'un coup la visite de son voisin. Alors pourquoi est-ce que son voisin, qui est un vieux paysan, d'habitude très taiseux, très bourru, pourquoi est-ce qu'il vient frapper à sa porte? Et effectivement, à cause de la pluie battante, eh bien, un mur s'est écroulé, donc il se dit peut-être qu'il veut que je l'aide à reconstruire ce mur, mais non, ce n'est pas ça. En fait, il voit dans la terre des éclats et des poteries probablement très anciennes, même extrêmement anciennes. Et son voisin lui dit, voilà, il y a quelque chose ici, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne veux pas qu'il y ait des archéologues qui débarquent dans mon champ, ça va être tout un tas d'ennuis, hors de question. Mais ils se décident tous les deux à faire cette fouille, mais cette fouille clandestine, cette fouille secrète. Ils vont la faire ensemble, sans se douter, évidemment, que ce qu'ils vont trouver va modifier profondément leur existence et le cours de leur existence. J'attire votre attention sur la couverture de ce livre qui est édité aux éditions du Tripode, qui est un éditeur assez jeune, mais c'est ravissant, c'est magnifique cette couverture, elle donne aussi envie de lire ce livre, peut-être davantage que mon pitch. Merci Élodie pour ce très beau pitch. Et puis pour les amoureux de chats, il y a un personnage très important, on n'a pas parlé, c'est le chat. Alors, notre petit troisième, qui est aussi sorti en livre de poche, Masha Merrill, Vania Vassia et la fille de Vassia. Très belle épopée. Je vais proposer le pitch à Philippe Grimbert. Alors nous avons affaire là à une véritable saga. Nous avons là une famille russe qui s'installe en Corrèze et qui peu à peu va essaimer vers Paris. Mais ce qui est passionnant dans ce livre, c'est de voir à quel point, à partir d'un même terreau, les destins peuvent diverger. Un des personnages va aller, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire, du mauvais côté, le plus sulfureux qui soit. Une jeune femme formidable va avoir un destin magnifique, un petit peu comme Belgrine. Il y a quelque chose de formidable dans son ascension sociale et dans son avenir politique. Et puis un autre va devenir ce que les gens de ma génération ont peut-être connu, ces chauffeurs de taxi qu'on appelait les Russes blancs. Des chauffeurs extrêmement distingués, ça change un petit peu aujourd'hui, mais qui avaient comme ça encore au fond d'eux-mêmes la nostalgie et la prestance de la Russie d'antan. Ce qui est très joli aussi, c'est qu'au tout début de ce livre, on voit cette famille vivre sa vie de tous les jours et on est persuadé, en tout cas moi je l'ai été, peut-être que d'autres auront vu tout de suite, qu'ils vivent dans la steppe en Russie. Et peu à peu, on s'aperçoit qu'ils vivent en Corrèze. Et c'est assez extraordinairement fait de la part de Masha Merrill, c'est de nous faire penser qu'ils sont encore dans leur pays d'origine. La Corrèze où souffle le vent des steppes. Magnifique, merci pour ce très beau pitch. Alors c'est vrai qu'on a tous, on les aime tous. Et vous imaginez, pour vous résidents, je sais que le dilemme était très important et je crois savoir qu'il l'a été aussi au sein des membres du jury. Alors, petite précision, au moment où nous allons démarrer la discussion, le suspense reste entier puisque je suis la seule, ou presque, à connaître le ou la lauréate. Aucun des membres du jury ne sait encore le résultat du vote que j'ai gardé secret. Alors on va pouvoir démarrer la délibération en 2 temps, si vous en êtes d'accord. On va commencer par un petit tour de table qui va permettre à chacun d'exprimer son ressenti sur ce cru 21. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, la joute pourra commencer entre vous. Alors je me tourne évidemment vers notre présidente parce que je sais que Brigitte, tu as une exigence littéraire très importante et que tu as été peut-être plus ou moins sensible à certains d'entre eux. En tous les cas, je te laisse carte blanche pour exprimer ton ressenti sur les 3 auteurs de cette année. Alors, j'ai trouvé cette année que c'était particulièrement difficile de se décider. C'est vrai. Et j'ai le sentiment que c'est un sentiment partagé. Oui. Pourquoi? Parce que les 3 personnages, ils sont intéressés par l'aventure intérieure. Et quoi de plus intéressant qu'une aventure intérieure quand on a soit quelque chose à cacher, comme Alexandra Lapierre le dit si bien en parlant de Belgrine. Dans le 2e livre, il s'agit effectivement d'explorer de manière totalement inattendue au gré d'une tempête comme il y en a actuellement. Et donc
il décide avec son voisin de descendre sous la terre, dans les entrailles de la terre, pour voir pourquoi il y a ces morceaux d'architecture qui ont l'air d'avoir déjà 15 à 16 ou 20 siècles. Et il découvre sous la terre le passé romain du Luberon. Et moi, ça me touche particulièrement parce que dans le château des Oliviers, j'avais des fouilles et évidemment, j'ai vibré énormément. Donc c'est très fort parce qu'il y a ces deux vies parallèles, des histoires à la fois de l'esprit inconscient transmise, mais de la terre et des entrailles de la terre. Et puis le troisième roman de mon amie Masha Merrill, qui m'a beaucoup touchée, surtout le début d'ailleurs, qui est la vie de ces Cosaques en Corrèze, qui sont cachés et qui maintiennent leur tradition, qui vivent comme s'ils vivaient en Russie. Et ça m'a fait penser à Chopin qui, quand il allait à Nohant, il retrouvait sa Mazovie natale. Et donc il y a certains coins de France où on est en Russie, et là tous les immigrés sont cachés, mais ils vivent harmonieusement. Et il y a une jeune fille qui est particulièrement douée et qui va apprendre, qui va s'échapper, qui va être choisie. Et puis il y a les deux Cosaques, frères, qui sont très différents. L'un s'assimile et l'autre va essayer de retrouver la prédominance russe à travers les Allemands. Enfin, c'est tragique, mais en même temps, ça finit très très bien. Et ça montre qu'une immigration peut être réussie. Donc, c'était impossible de choisir. Impossible. Alors, Pascal, oui. À toi de nous faire part donc, de tes impressions de lecture. Alors déjà, je vais redire ce que vous avez dit, c'était vraiment très compliqué parce qu'on avait presque 3 talents littéraires différents. Enfin, moi, je les ai pris comme ça. Il y avait ce blockbuster de la documentation qui est, pour la journaliste que je suis, qui m'a éblouie. Je me suis dit vraiment comment elle a travaillé, comment elle arrive à mêler de la fiction à une histoire vraie, comment elle arrive à faire exister des personnages un peu poussiéreux comme ça, qui ont été oubliés. Donc Alexandra Lapierre, c'était l'émerveillement un peu devant ce travail. Masha Merrill, c'était effectivement la transmission dans la famille, comment les valeurs passent ou ne passent pas, comment on se libère de la famille. C'est un côté un peu plus psychanalytique que je regardais, le rapport fille-père, qui est vraiment très important aussi. Mais bon, je dois vous avouer que mon coup de cœur, vraiment de poète, ça a été sur l'édit du Mistral, le dit du Mistral. D'abord, c'est un premier roman, donc moi j'ai été vraiment éblouie par sa capacité à mêler des niveaux littéraires, à faire parler le vent. Il y a ce lien avec la nature. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a sous terre, mais c'est une tellement belle image de ce qui nous lie à la terre. Que voilà, et puis mention spéciale pour les personnages secondaires, c'est-à-dire qui réussit, comme dans Pagnol ou Giono, à faire vivre le hussard, évidemment, qui est le chat, le voisin, Monsieur Sekaya, la femme du voisin, le maire, enfin, je me suis régalée, voilà. Donc, je dis pas qu'il est mon préféré, mais vous l'avez compris. Et c'était une aventure, en effet, à chaque livre, en tout cas. Merci Pascal. Alors, je vais demander à ta voisine, Delphine. Alors moi, j'aime bien faire les contrariantes. Mais il faut, c'est nécessaire. Je reprends le dit du Mistral. Et alors, pour le coup, le préambule d'Élodie était intéressant. Il faut effectivement accepter de rentrer dans une dimension mystique, fantastique, ce que je n'ai pas du tout su faire. Vraiment, j'ai fait de la résistance, mon esprit cartésien, terre à terre. Donc, j'ai lu, je préfère mon Giono, mon Henri Bosco, et j'étais beaucoup moins sensible. Alors, je reconnais qu'il y a une maîtrise, il y a un univers, il y a un talent, mais absolument indéniable. Comme tu dis, pour un premier roman, c'est tout à fait remarquable. Et voilà, c'est pas celui qui m'a le plus touchée. J'ai beaucoup aimé le livre de Masha Merrill parce qu'elle retrace une épopée de ces Cosaques
dont j'avais entendu parler mais que j'ignorais, là c'est vraiment très très incarné. C'est vraiment un destin de femme qui m'a beaucoup intéressée. J'ai des petites réserves sur l'écriture que j'ai trouvées un peu monocorde, voilà. Et pour rester dans un destin de femme, alors là effectivement Belle Green c'est la surprise du chef. J'avoue que, comme tu le résumais très bien, il y a deux histoires. Il y a l'histoire d'une émancipation professionnelle, sociale, et il y a une histoire individuelle qui est hallucinante, mais hallucinante, et qui donne la mesure. Voilà, c'est cette one drop rule, cette goutte de sang qui vous fait vous ranger dans la catégorie des Noirs, donc vous êtes proscrit. Le racisme et ségrégationnisme aux États-Unis à cette époque-là, du début du XXe siècle, j'en avais pas du tout pris la mesure, et donc c'est en miroir en fait. Il y a ce secret qui est très lourd, surtout ne pas savoir. En plus, elle se rajoute un nom, d'Acosta, une ascendance portugaise aristocratique. Elle a tous les culots, cette fille, mais tous les culots. Elle fume, elle carbure au champagne, et surtout, elle ne veut pas avoir d'enfant. Ça, c'est aussi... D'ailleurs, elle reste vierge jusqu'à l'âge de 30 ans, il ne faut pas oublier. Ouais, et après, absolument. elle se rattrape énormément. Oui. Et puis elle se rajeunit tout le temps. Oui. Enfin, c'est même un pacte avec ses frères et sœurs que personne ne fasse d'enfant de peur que le secret soit découvert. Aucun de ses 4 frères et sœurs, enfin des 5 enfants, absolument. Et pour le coup, je trouve l'écriture vraiment à la hauteur de ce destin fascinant. Je trouve l'écriture, c'est là où elle est très très forte, Alexandra Lapierre, c'est qu'il y a un travail de recherche considérable. Effectivement, ça laisse... Elle a dû hanter des bibliothèques elle-même, des archives. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien documenté. Avec beaucoup de dialogues. C'est très dialogué. Les dialogues sont formidables. C'est vraiment incisif et voilà. Merci Delphine. Voilà un avis un petit peu contraire, mais qui nous offre aussi des perspectives. Alors, je vais demander à ton voisin, Philippe, impression. Partagé ou pas? On va repartir sur le Mistral. Je trouve que c'est un beau sujet de débat parce que moi j'ai été partagé. D'abord, je trouvais, contrairement à vous, que c'était l'écriture la plus originale. Il y avait un travail d'écriture qui m'a beaucoup intéressé, donc je me suis laissé embarquer complètement. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que l'auteur lui-même prévoit, c'est la première fois que je vois ça, à un moment, presque à la moitié du livre, il dit maintenant, le lecteur peut s'arrêter là. Et moi, j'aurais aimé m'arrêter là. Parce qu'en effet, la suite m'a beaucoup moins convaincu. Magnifiquement écrit. On ne devrait jamais dire ça au milieu d'un roman. Il se tire une balle dans le pied. Parce qu'on a envie de dire, oui, tu as bien raison, il ne faut pas aller au-delà. Parce que c'est magnifique, la découverte de cette statue, le rapport à la terre, la déesse de la terre, et tout ce qui peut se passer. Les personnages secondaires, en effet, la perte de mémoire de la femme du voisin. Tout ça, est vraiment, au début, je me suis dit, à la fois, l'obstacle, c'était un peu trop régional. Alors, qualité pour vous, pour moi, c'est un peu classé dans les auteurs régionaux dans les salons du livre, vous savez, où tous les gens de la région achètent leurs livres et pas les nôtres, mais des choses comme ça. Alors que là, il y a quelque chose, en effet, donc voilà, mon avis est nuancé, et c'est ce qui m'a fait ne pas voter pour lui, c'est cette bascule où j'aurais aimé rester dans cet imaginaire total et où il va trop après. Enfin bref, voilà, c'est mon point de vue. Sinon, alors j'avais beaucoup de mal entre les deux autres livres parce que c'est indécidable. C'est indécidable. C'est décidable. Pour moi, c'était indécidable. Il y a vraiment tous ces destins. Ce qui m'intéresse aussi chez Masha Merrill, c'est que j'aime bien quand le romancier se met à un moment lui-même en scène. Donc, alors, c'est narcissique, certes, mais en même temps, c'est l'époque, c'est la traversée de l'époque, la nouvelle vague. J'ai bien aimé que la croisée des destins et puis les rencontres formidables littéraires, artistiques du personnage. Donc, tout ça m'a beaucoup plu. Et Alexandra Lapierre, je vais dire ce que vous avez dit déjà, c'est que c'est une formidable biographie. Ça n'est pas pesant, en effet, parce que ça pourrait paraître un livre érudit, terriblement et horriblement érudit, mais là, ça passe parfaitement. Alors, moi, je vais être complètement cynique, je veux dire que comme c'était indécidable, j'ai choisi de voter pour mon amie Masha. Cela est dit. Alors, si elle nous écoute, si elle voit effectivement la libération... Il faut bien trouver quelque chose qui fasse
pesé la balance, j'ai rien trouvé d'autre que l'amitié. Alors, je vais me tourner effectivement du côté droit avec Francesca. Alors, à toi d'évoquer tes coups de cœur, tes critiques peut-être. Ça a été très difficile. J'ai vraiment beaucoup aimé les 3 bouquins. Ça a été très difficile de choisir. Voilà, tout ce qui a été dit était très bien dit. Donc, j'ai quand même eu un coup de cœur pour Le Dit du Mistral, parce que justement, je me suis laissée attrapée par cette histoire que j'ai lue comme un conte, en fait, et j'ai trouvé ça très poétique, et j'ai beaucoup aimé toute cette histoire cette découverte. Ça m'a fait penser un peu à Giorno. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture rythmée aussi. Merci, c'est court. Mais non, écoute, c'était spontané, sincère de ta part, avec aussi ton regard de photographe. Peut-être que visuellement, le Dit du Mistral aussi. Les 3 sont très visuels. Les 3 pourraient être finalement des films. Hein. Élodie. Choix. D'accord, pas d'accord? Les deux, parce que tout le monde dit des choses différentes. Choix difficile. Alors, moi, je me pose souvent la question quand je lis, est-ce que ces livres me restent? C'est souvent je trouve un bon critère. Eh bien, les 3. Donc ça, c'est pas une bonne chose, ça ne va pas aider beaucoup. Les 3. Alors, Belgrine, effectivement, c'est une histoire qui est quand même insensée, qui est ce secret, et ça évoque évidemment ce qui s'est passé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on devait justifier de son ascendance. Un de ses 4 grands-parents suffisait, s'il était juif, à faire basculer des destins. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport effectivement au fait d'être noir ou de ne pas l'être. Et c'est une découverte. Je crois que je n'avais pas non plus pris la mesure de la ségrégation, de la violence de cette chose. J'ai aussi découvert quelque chose dans le Macha Merine, c'est qu'effectivement, il y avait des Russes qui avaient choisi de basculer dans le camp d'Hitler parce que, pour leur pays, et parce que, effectivement, il fallait combattre le communisme. Ça non plus, j'en avais pas pris la mesure. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre, profondément touché, peut-être même davantage que le destin de cette jeune fille, parce qu'il est plus classique. Je dirais que j'ai déjà lu ça ailleurs, et même si c'est un destin de femme magnifique, c'est plus classique. Le Dit du Mistral, j'ai jamais lu ça avant. Voilà. Et c'est l'invention d'une langue qui fait qu'effectivement, j'ai quand même envie de donner ma voix à ce livre-là. Je suis complètement comme vous. Je trouve qu'à mi-parcours, il se passe quelque chose qui fait que ce livre est bien plus clivant et que beaucoup peut-être se diront non. Alors que les 2 autres, on les aimera, c'est sûr, jusqu'au bout. Il faut lire les 3. Néanmoins, ce qui est là inventé, la qualité, la musicalité de ce langage, j'ai l'impression quand même que c'est un auteur qui ne ressemble à personne. Alors que les 2 autres livres ressemblent à d'autres choses. Ils sont plus classiques, voilà. Alexandra Lapierre, pour le coup, son érudition m'intimiderait presque, tellement c'est impressionnant. Ce qu'elle met à jour aussi. Son écriture me séduit moins, elle a l'écriture plus d'une journaliste, je trouve. Alors, en étant une moi-même, je sais ce que c'est. Voilà, c'est forcément toujours un peu plus décevant qu'un auteur. Mais bon, elle écrit parfaitement, ça se lit très très facilement, c'est un livre formidable. Là, il y a quelque chose de poétique, ça m'étonne pas, Pascal, que vous ayez voté pour ce... Voilà, il y a quelque chose de poétique, mais à nouveau, tout en votant pour ce livre, je suis pas sûre que ça soit celui que les gens préfèrent, objectivement. Et de toute façon, je n'opposerai si on fait un tour de table et si on doit voter, je n'opposerai je ne m'opposerai à aucun choix, parce que je trouve que les 3 mériteraient d'être couronnés. Alors on va terminer le tour de table avec toi, Eric, si tu veux ajouter quelque chose dans ces commentaires, ces impressions. J'ai entendu par vous tous ce que j'ai envie de dire sur ces 3 livres. Je vais commencer par Le Dit du Mistral. Et effectivement, cette phrase m'a tué. Cette phrase au milieu du livre, au milieu du roman, où on dit « vous pouvez vous arrêter là », eh bien, je disais « c'est pas possible ». Je me suis pas arrêté là parce que je suis consciencieux. Je suis allé jusqu'au bout. Mais en plus, j'étais parti là-dedans avec un enthousiasme sur cette découverte, sur le visage de la femme. C'est pas que des poteries. Mais qu'est-ce qui va se passer sur cette amitié qui naît entre ces 2 personnages si différents. J'étais très très bon public, l'écriture me plaisait, et là je suis tombé de haut. J'ai eu beaucoup de peine à rentrer dans ces légendes du Luberon. En tant que breton aussi, j'ai de la peine à comprendre tout ça. Et voilà, donc je suis resté sur ma faim.
Masha Merrill, ça m'a tellement fasciné que j'ai découvert 3 personnages et je me suis dit, mais chacun de ces personnages mérite un livre. Et donc je passais de l'un à l'autre et puis j'en savais pas assez et je me suis un petit peu perdu. Je me suis demandé où était Masha Merrill dans Sonia, mais je connaissais pas assez bien la vie de Masha Merrill pour savoir comment elle s'était éventuellement transposée dans un des personnages. Et donc j'ai trouvé ça trop touffu et abordant trop de personnages dont on a envie d'en savoir plus. Et puis est venue Alexandra Lapierre. Alexandra Lapierre, elle a écrit beaucoup de romans, mais elle est connue aussi pour ses biographies de femmes exceptionnelles, d'aventurières, et notamment une, Fanny Stevenson, la femme de Robert Louis Stevenson. Et figurez-vous que pour écrire cette biographie qu'elle a écrite en 1980, dans les années 90, elle est allée à la bibliothèque J.P. Morgan. Pourquoi? Parce que J.P. Morgan possède tous les manuscrits de Stevenson. Extraordinaire. Et c'est là qu'elle a appris l'existence de cette femme, Belle Green. Et elle s'est dit, mais comment ça se fait qu'on ne connaît pas, hein? Je ne sais pas si vous connaissiez avant Belle Green, j'avais jamais entendu parler, mais comment c'est possible d'avoir un tel destin et qu'on ne sache pas au moins quelques bribes de sa vie. Donc, elle était sur place pour se plonger dans l'histoire de Belle Green. Elle est lumineuse, cette femme. Elle est lumineuse et je me suis laissé emporter par Et c'est surtout ce qui est amusant, c'est que par rapport à ces deux sœurs qui sont blondes, totalement blonde par une ascendance... Et puis il y en a une qui est homosexuelle aussi au début du siècle. Enfin, je ne vais pas tout raconter, mais c'est vraiment une saga familiale pour le coup. C'est intéressant aussi de voir qu'elle change son nom et le raccourci pour avoir un nom de couleur. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, non? Oh là là, mais c'est le psychanalyste. Bravo, Philippe. Et d'Acosta parce qu'elle change de côte d'Adam. En plus, voilà. Oh là là, là c'est vous devinez pour qui j'ai porté mes suffrages. On devine. Mon suffrage. Moi, je veux juste dire une chose, c'est que j'ai voté pour Masha Merrill parce que c'est mon ami. et parce qu'aussi, j'ai trouvé que c'était un livre qui coulait de source et qui racontait le siècle et qui était d'une certaine manière proche de nous aujourd'hui, mais que j'ai un grand amour pour le dit du Mistral, surtout le début. Je voudrais souligner le fait que c'est un premier roman, que les deux autres ont déjà fait leur preuve. J'ai lu beaucoup de romans de Masha et Alexandra Lapierre. Je n'ai pas lu, mais je connais son passé. Et je trouve que c'est toujours très beau d'encourager un premier roman. Parce que c'est lui dire aussi, peut-être, qu'il n'a pas besoin d'être tellement aidé, qu'il peut écrire tout seul maintenant. Parce qu'il en a la qualité, le talent et l'écriture. Un autre mot à ajouter ou peut-être on va dévoiler le ou la lauréate? Alors Jérôme, je vous laisse le soin de remettre l'enveloppe à notre présidente. Madame la présidente. Je croyais que c'était vous qui ouvriez. Non, c'est vous, c'est votre travail, Madame la présidente. Très bien. Tadadam! Les paris sont ouverts, chers résidents. Avez-vous voté pour Belle Green, le dit du Mistral, ou Vania Vassia, la fille de Vassia? Brigitte fait durer le suspense. Le prix du livre Cogedim Club 2021 est décerné à Olivier Mac Bouchard pour le dit du Mistral aux éditions du Tripode. Donc j'apprends que je suis le lauréat du prix Cogedim Club. Donc merci à vous. C'est un prix qui me touche puisque c'est un prix avant tout de lecteur. J'ai cru comprendre qu'au sein des résidences et entre chaque résidence, il y a eu d'âpres négociations quant au vote et la désignation du lauréat. Donc merci, cela me touche encore plus. C'est un prix également qui me touche dans le sens où
Derrière le dit du Mistral, il y a ma grand-mère, ma grand-mère qui m'a transmis par le biais des contes, des légendes, toute une part de sa culture. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que sans ma grand-mère, il n'y aurait pas de dit du Mistral, et qu'elle en est l'inspiratrice directe, et je n'en suis que l'humble plume qui a rédigé le dit du Mistral. Donc merci encore, merci de m'avoir lu, merci pour avoir voté et m'avoir désigné lauréat. Je vous invite à partager ce livre avec vos proches, vos familles, vos petits-enfants, puisque il y a une certaine magie et une certaine notion de transmission au sein de ce livre. Et puisque vous y avez été sensible, j'espère que eux également y seront sensibles. Et voilà. Et encore une fois, merci. Alors, on va clore cette délibération. Un grand merci à tous pour la qualité des échanges. Et je vais donner le mot de la fin à Jérôme. Mais comme je suis toujours un petit peu curieuse, je tente la question. Jérôme, est-ce que Olivier Mac-Bouchard faisait partie de vos favoris? Partie des favoris, oui. Maintenant, lequel j'aurais choisi, je comprends l'embarras du jury parce que c'était vraiment trois beaux livres. En tout cas, je souligne une chose que vous avez indiquée qui est pour moi très importante, c'est que vous avez choisi un premier roman. Et je trouve que c'est peut-être aussi une manière de choisir parmi ces 3 livres, et je trouve que c'est un très beau choix. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vais d'abord remercier les résidents, notamment ces 300 résidents qui ont participé à la sélection de ces 3 livres. Vous, les membres du jury, pour votre fidélité, pour la passion que vous dégagez quand vous débattez de ces livres. Je voudrais également remercier 20 libraires partenaires avec qui nous travaillons sur nos 20 résidences. Donc ils ont été absolument fondamentaux dans l'organisation du Club du Livre qui a débouché sur le prix du livre Cogedim Club. Et pour terminer, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du prix du livre Cogedim Club. Merci Jérôme, merci à tous. Et puis je vais juste rajouter un petit commentaire par rapport aux libraires. Quand j'ai fait la présélection pour cette édition, je demande toujours conseil à ma libraire. Et l'année dernière, pour la rentrée littéraire, je suis allée la voir. Elle s'appelle Corinne Giraud. Et que m'a-t-elle recommandé parmi les nouveautés? Le dit du Mistral. Donc je pense qu'elle sera aussi très contente d'apprendre le résultat de notre 2e édition. Voilà. Merci, à bientôt.